Donc, bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard de démarrage de ce webinaire. Nous, on est très heureux de recevoir Maroun Edé. Euh, on ne se connaissait pas encore avant, Maroun, mais j'ai vu déjà que vous avez communiqué activement sur votre précédent livre, qui est intéressant parce que nous, on réfléchit beaucoup au rôle des élites, au sursaut économique de la France. Donc, il y a plein de sujets que vous avez étudié, dont vous allez parler, qui nous intéresse beaucoup avec sursaut. Donc, je vous présente très rapidement et après, je vous laisserai faire votre propos introductif avant la séance de questions-réponses. Donc, vous êtes essayiste, spécialiste de la philosophie politique. Vous avez fait le NS et HEC. Euh, Vous avez d'abord publié un livre qui s'appelle La mémoire coupable. Donc, je vous laisserai peut-être en dire un petit mot très rapidement, vous le ferez mieux que moi. Et ensuite, un deuxième ouvrage, donc qui est peut-être le sujet essentiel de votre propos aujourd'hui, c'est la destruction de l'État, et dont le but est une meilleure compréhension des enjeux politiques et économiques actuels, et avoir une réflexion aussi, peut-être des propositions sur la place de l'État, l'avenir du modèle français et l'idée d'une action collective. Alors, vous nous direz comment. Donc voilà, c'est à vous pour 15-20 minutes et avant qu'on fasse quelques questions-réponses. Voilà, allez-y, je vous en prie. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que comme on est en petit comité, on peut faire aussi un format assez interactif. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais commencer par vous présenter un peu mes travaux de recherche à l'ENS ont porté d'une part sur un côté de philosophie de l'histoire, où je me suis interrogé sur la question de la réparation des crimes passés et du poids qu'ils peuvent avoir dans l'inconscient collectif européen, donc la question du pardon collectif, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et je me suis interrogé sur la question de l'État, pour savoir de quel État avons-nous besoin au XXIe siècle pour faire face aux différents défis écologiques, énergétiques, démographiques et économiques. Avec le constat de base que la France s'est retrouvée ces 20-30 dernières années à démanteler le modèle qui avait pu faire son succès au XXe siècle, mais sans véritablement songer à en construire un nouveau qui soit fonctionnel. Et donc on se retrouve dans un entre-deux aujourd'hui. Et partant de ce constat-là, j'ai fait une enquête de plus de 2 ans au cœur de l'État et du pouvoir. Donc je suis allé voir des diplomates, je suis allé dans les écoles, les universités, je suis allé voir des capitaines d'industrie au sein de la haute fonction publique pour essayer de retracer l'histoire du démantèlement de l'État, des services publics, de nos fleurons industriels depuis environ les années 1990. Donc, je remonte en fait au tournant des années 1990, au moment où le tournant régano-thatchérien commence à arriver en France, hein, l'idée que l'État n'est pas la solution au problème, mais que l'État est le problème et que le gouvernement qui gouverne le mieux est celui qui gouverne le moins, comme disait Jefferson. Et donc, cette idée a pris en France avec l'idée qu'il fallait organiser une réforme de l'État pour moderniser le système français. C'est une idée qui a également infusé au sein des grands corps d'État et des différentes écoles qui devaient préparer pour le service de l'État. Donc, il y a eu tout un ensemble de tendances qui ont été depuis lors poursuivies quasiment comme des évidences. Les privatisations, les externalisations, la soumission des services publics à des impératifs de rentabilité, la numérisation. Donc, ça a été assez rarement questionné et poursuivi avec une constance assez remarquable, malgré les alternances politiques. Ça a commencé d'abord avec les premières vagues de décentralisation dans les années 80, puis les privatisations sous Lionel Jospin et Jacques Chirac, hein, jusqu'à plus récemment des privatisations d'infrastructures, les aéroports, les autoroutes. Euh, Aujourd'hui, ensuite, il y a eu à partir de 2007 la révision générale des politiques publiques, où ce sont plutôt les services publics et l'administration déconcentrée qui ont été touchés, jusqu'à plus récemment la réforme du dernier étage de la fusée menée par Emmanuel Macron, celle des grands corps d'État et de la haute fonction publique. Et donc, 30 ans plus tard, après 30 ans de politique pour avoir une plus grande efficacité et une réduction des dépenses, parce que c'est ce qu'on nous promettait, on se retrouve avec le résultat inverse. Et c'est ça le point de départ, c'est de se dire comment est-ce qu'on se retrouve à payer toujours plus cher un État de moins en moins efficace,
alors même qu'on suit des politiques supposées apporter plus d'efficacité. On se retrouve, enfin les constats, vous les connaissez comme moi, mais disons que sur le plan des services publics, on se retrouve avec une école, un hôpital qui sont à bout de souffle, avec ce paradoxe qu'à partir du moment où on a décidé de réduire le nombre de fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires total a augmenté de 1 million. On est passé de 4,6 à 5,6 millions et les taux d'imposition ont augmenté en même temps. Donc là, il y a sans doute eu quelques erreurs d'appréciation qui ont été faites sur ce plan-là. L'État a aussi perdu en efficacité et en capacité d'action. Quelques chiffres simples, mais on savait construire 20 centrales nucléaires en 10 ans. Aujourd'hui, on a du mal à en finir une en 20 ans. J'ai également interrogé dans mon livre le président de la Société du Grand Paris qui m'explique qu'il n'y a pas un métro qui sera prêt en 2024 parce qu'on avait perdu la compétence et qu'il a dû chercher dans le privé et prendre des années pour essayer de tout réinternaliser. Et donc, au-delà de la dimension visible de la crise des services publics, on a plus profondément un État qui a perdu en capacité d'action, c'est-à-dire qui peine de plus en plus à dépasser le stade des annonces pour réellement agir. Et on le voit, hein, par exemple, en mai dernier, c'était assez frappant, puisqu'on a eu une multiplication de plans, quasiment un par semaine, hein, le plan Santé 2030, le plan lycée professionnel, le plan France 2030, etc. Mais à chaque fois, le gouvernement ne parvient plus à exécuter, comme s'il y avait quelque chose de rompu dans les courroies de transmission de l'État, où les ordres au sommet ne parviennent plus à des actions réelles sur le terrain. Et le dernier axe que j'étudie, c'est celui de la dégradation des rapports entre l'État et le secteur privé, qui, je pense, devrait intéresser votre association, puisque j'essaye de montrer qu'on est passé d'un rapport complémentaire, mutuellement bénéfique, qui a pu caractériser le capitalisme industriel français dans les années 50 et 60, à une opposition plus grotesque, dans laquelle les entreprises rencontrent de plus en plus l'État uniquement comme puissance fiscale et réglementaire, mais sans la contrepartie qu'il y avait dans les stratégies d'accompagnement, y compris par rapport à la concurrence internationale. Et donc, on se retrouve avec un paradoxe où l'État est à la fois perçu comme omniprésent, puisqu'il y a une multiplication des normes et une inflation législative, et en même temps absent dans sa capacité d'action, de réalisation, de coordination et de défense de nos intérêts. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que le mouvement se poursuit alors que les cris d'alerte se multiplient? Et surtout, comment en sortir pour bâtir l'État et les capacités d'action collective dont nous aurons besoin au XXIe siècle? Ça, c'est un peu disons, le point introductif du livre. J'y aborde beaucoup de sujets sur lesquels nous pourrons revenir. La désindustrialisation, je reviens sur la décentralisation, sur la suppression des postes dans les administrations intermédiaires, sur le rôle des prestataires externes, et ainsi de suite. Mais il y a deux points centraux que j'ai voulu, disons, de différenciation centrale du livre. Le premier, c'est que le constat est aujourd'hui partagé, mais le livre dépasse le stade du seul constat. Et parce que si on se borne au constat, on va sombrer dans une forme de fatalisme en disant que ça marche moins bien aujourd'hui que ça ne marchait avant. Ce que j'essaye de faire, c'est poser le juste diagnostic sur les différentes erreurs qui ont pu être faites, expliquer ce qui s'est vraiment passé pour qu'on puisse changer de cap sur certains points. Et le second élément, c'est que souvent, les cris d'alerte sont en silo, c'est-à-dire que chacun alerte sur le démantèlement ou l'effondrement de son propre domaine. On va entendre les enseignants sur l'école, les psychiatres qui disent qu'on a détruit la psychiatrie française, EDF qui dit qu'ils n'ont plus les compétences. J'ai essayé de montrer que c'est le fruit d'un même mouvement, ou du moins d'une même tendance idéologique et d'un même style de management qui a été décliné dans les différents secteurs et qui a eu ces effets-là. Et pour finir l'introduction, avant notre discussion, je voudrais donner quelques éléments de ces erreurs un peu globales qu'on a pu faire et qui ont alimenté mon enquête comme ma réflexion. Le premier, c'est qu'il y a eu un malentendu ou parfois un mensonge un peu global sur ce qu'est vraiment un État. On a fait croire à la population que l'État, c'était uniquement les formalités administratives et que des fonctionnaires, c'était quelqu'un qui était de 10 heures à 16 heures à remplir des formulaires que personne ne comprend.
Alors que l'État, c'était aussi les enseignants, les médecins, les infirmiers, les policiers, les ingénieurs des opérateurs publics. Et on se rend compte quand on analyse une politique comme la RGPP en 2007, qu'en fait, s'il fallait effectivement dégraisser une partie de l'État, on a en réalité supprimé là où c'était le plus facile à faire et pas là où c'était nécessaire. On s'en est pris, par exemple, au ministère de l'Équipement, au ministère de l'Agriculture, puisque c'est des ministères techniques et donc les gens ne les connaissaient pas trop. On s'en est pris à la grande muette, à l'armée, puisqu'elle est astreinte à un devoir de réserve. On s'en est pris aux diplomates parce que ils sont parmi les plus loyaux, alors que l'administration intermédiaire, en même temps, a gonflé avec une prise de pouvoir croissante des managers génériques sur les experts de chaque domaine. Il y a eu aussi des erreurs dans les modèles que l'on a voulu imiter. Donc, on a pris tour à tour différents modèles. On a parlé de l'Allemagne, on a parlé des modèles nordiques, on a parlé des États-Unis, mais on s'est souvent borné à imiter l'image que ces pays-là donnaient de leur modèle plutôt que les clés véritables de leur succès. Et c'est très visible dans le cas des États-Unis, puisque les États-Unis sont un pays où l'État fédéral est encore très présent dans l'innovation, dans le soutien aux entreprises, dans le protectionnisme économique, et ils nous ont convaincus de faire l'inverse. Et donc, en fait, on est resté à une forme de benchmarking relativement superficielle qu'on a plaqué tel quel. Et en fait, on a plutôt imité le storytelling que la réalité avec des conséquences économiques qui sont assez désastreuses. Et un dernier point pour ouvrir la discussion, c'est sur la question des besoins d'un État. Il y a eu une certaine influence de l'idéologie de la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'idée que, en fait, l'idée de la mondialisation heureuse au lendemain des années 1990, de la disparition des frontières et du fait qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'aurait plus besoin d'État. Et je reviens sur le ministère de l'Équipement, où au moment où on a décidé de son démantèlement puis de sa suppression, l'un des arguments, c'était de dire la France est déjà équipée et donc on ne va pas avoir besoin d'une administration publique qui sache encore le faire, tout comme le corps des télécoms qui a été supprimé plus ou moins à l'aube de la révolution informatique. Donc on s'est dit, à l'aube de la révolution numérique, en fait, on n'aura plus besoin forcément de compétences informatiques et numériques au sein de l'État. Et donc ça, c'est des erreurs de vision qui sont assez graves et qui sont liées au fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de réflexion sur le type d'État dont on allait avoir besoin dans un monde globalisé pour affronter des défis de plus en plus importants, pour coordonner et réaliser des projets complexes. Et donc, il va falloir s'interroger sur l'état dont notre économie, nos entreprises et les différents plans euh, que nous proposons, euh, quel type d'état et quel type de compétences vont être nécessaires pour retrouver à la fois notre vision stratégique et nos capacités d'action. Donc voilà un peu, alors je sais que c'est beaucoup de sujets, mais comme on m'a dit de faire 10 minutes, j'ai essayé de balayer un peu pour que vous voyez voilà, la discussion, les directions dans lesquelles on pourrait aller, et je serais ravi d'avoir vos retours dessus. Merci Maroun. Alors, c'est vrai comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas aussi à lever la main si vous voulez intervenir directement et poser une question en plus du chat. Euh, moi, je vais commencer. Alors, c'est vrai que ça rejoint nous à X-Sursaut. On a notre président fondateur, c'était Hubert Lévy-Lambert. C'est toujours Hubert Lévy-Lambert. Et lui, voilà, il a toujours regretté la disparition du plan. Donc, et le plan, c'était voilà, c'était vraiment l'État bâtisseur, qui intervient dans l'économie. En même temps, il y a ce paradoxe inversé qu'on avait avant. L'État était très actif, mais la part des dépenses publiques était beaucoup plus réduite que maintenant. Donc, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe où on a perdu des compétences. Voilà, et super exemple avec le Grand Paris, le métro du Grand Paris qu'on ne sait plus construire. Alors moi j'ai vraiment envie je pense que le constat, il est très partagé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la solution, c'est politique? C'est-à-dire, il faut juste voilà, une orientation politique parce que traditionnellement, on dit voilà, la gauche est plus étatiste, la droite est plus libérale. Ou est-ce qu'il faut penser à un autre modèle? Et aussi, je suis intéressé, alors c'est peut-être une question un peu anecdotique, mais ça m'intéresse aussi, c'est comment vous voyez, est-ce que vous voyez comme un économiste? Parce que
C'est très intéressant ce que vous proposez, mais c'est quoi, en fait, ceux qui pensent l'efficacité future de l'État, c'est quoi la compétence qu'ils doivent avoir pour arriver à insuffler les bonnes idées, les bonnes dynamiques pour créer voilà, ce mouvement? Parce que je pense que si vous avez écrit tout ça, c'est pour qu'il y ait un virage qui aille dans le bon sens, j'imagine. Donc Oui. voilà, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour y arriver? Voilà. Allez, peut-être déjà des réactions sur ces Donc, réactions. c'est beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de points là-dedans. Pour rebondir rapidement sur le plan, très vite, le plan est effectivement un exemple très intéressant d'un État qui savait coordonner. C'est aussi intéressant de se dire que dans le plan, l'État ne faisait pas tout lui-même, hein. Il savait aussi déléguer, et c'est ça en partie la complémentarité dont je parlais avec le secteur privé. Le mot de plan est beaucoup revenu en odeur de sainteté ces derniers mois. Simplement, il ne suffit pas de nommer un document plan pour bâtir une planification étatique. En fait, ça, c'est un des cœurs du problème, c'est que la question du fait de faire et de l'exécution est complètement sortie du champ du politique. Et en fait, on se retrouve avec un gouvernement qui pense que des annonces ou des lois suffisent pour que la réalité change, avec cet empilement de normes, alors même que dans le cadre actuel, il y aurait déjà beaucoup à faire. Et par rapport à la perte de compétences, ça m'a fait penser à un autre point, c'est que c'est par rapport à la délégation. En fait, on a voulu passer d'un État qui fait lui-même, hein, celui du plan, à un État qui fait faire. C'était l'idée d'un État stratège. Le problème, c'est que l'hémorragie de compétences a été telle qu'il n'est même plus certain qu'on sache faire faire. Et je parle de cet exemple dès l'introduction du livre, hein, le logiciel qui s'appelle Sirène, je ne sais pas si vous connaissez. C'était un logiciel de paiement pour l'éducation nationale, où l'éducation nationale a fait un contrat avec Capgemini en 2010. Et 8 ans plus tard, le projet avait déjà coûté 400 millions d'euros, avec aucun logiciel fonctionnel qui avait vu le jour. Et le rapport de la Cour des comptes est très éloquent. Ils disent il n'y avait même pas la maîtrise d'ouvrage et les capacités de coordination nécessaires pour suivre le projet. Donc, on a payé Capgemini, pardon, 400 millions d'euros et puis finalement, ça n'a rien donné. Ça, c'est une réflexion importante pour se dire, même si on externalise certaines compétences, de quelles compétences on a encore besoin de maintenir en interne pour coordonner cela? Et toute entreprise privée sait très bien que l'externalisation ne signifie pas purement et simplement l'abandon de compétences. Il faut de la maîtrise d'ouvrage en interne. Alors, comment je me perçois et qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, donc moi, effectivement, j'ai fait de la philosophie et de l'économie. Je pense que les deux sont importants. On pourrait rajouter évidemment l'histoire et la sociologie, parce que penser l'État aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est une tâche qui est éminemment pluridisciplinaire et qui se situe à différents niveaux. Et je pense que l'économie peut être intéressante si c'est une perspective comparative et d'histoire économique. La pure technique économique ne l'est pas forcément, puisque elle est souvent prise dans ces biais idéologiques-là, qui conduisent en fait à justifier par des modèles ce qu'on est en train de faire parfois comme erreur d'orientation. Et donc il faut revenir à un niveau plus fondamental qui dépasse assez largement hein, le clivage entre la droite et la gauche, pour s'interroger sur qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, alors même que les contraintes sont nettement supérieures, enfin nettement supérieures, du moins très différentes de celles qu'on pouvait avoir dans les années 50-60. Bien sûr, le plan, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, il y a l'Union européenne, il y a la globalisation financière, il y a un individualisme qui est plus marqué, l'État est en concurrence frontale avec les acteurs privés pour les recrutements notamment. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces contraintes et essayer et réunir des personnes d'horizons différents pour penser le type d'État avec une véritable approche comparative en regardant ce qui fonctionne. Et moi, je parle notamment dans le livre, je m'intéresse aux États-Unis et à la Chine, qui sont deux modèles très différents. Mais dans les deux, on retrouve un État qui est plus ou moins, qui se dote des capacités d'action relatives à leur niveau d'ambition, ce qui n'est plus notre cas. Et donc, il faut dépasser cette comparaison superficielle pour arriver à une véritable euh, compréhension des solutions de ce qui fonctionne. Et il faut également des ingénieurs parce que pour contrer, si vous voulez, cette intellectualisation un peu trop extrême de la politique et avoir des gens qui comprennent ce que c'est vraiment que de faire et d'exécuter
et qu'il ne suffit pas juste d'un PowerPoint et d'un pitch pour se dire que c'est bon, on a pris en charge la planification écologique. Donc voilà un peu sur les... Je ne sais pas si j'ai répondu à vos Si, questions. si, c'est très bon. Mais bon, on pourrait faire des heures, mais bon, moi, je pense que je vais très vite acheter votre livre parce que ça m'intéresse énormément. Et je pense, si vous êtes d'accord, on pourra continuer à échanger parce qu'il y a beaucoup de liens avec les travaux d'Yves Sursaut sur ce que vous faites et ce qu'on fait. Alors, j'ai déjà Avec plaisir. vraiment deux questions. Merci à vous. Deux questions très intéressantes. Alors, je vais poser une par une. Donc, Daniel Namias, puis même trois, Laurent Géronimo et Jacques Verdonck. Donc, la première, Daniel qui dit, un État dispose de peu de moyens et doit donc se concentrer, mais on sait pas rendre la dépense publique efficace, plus efficace. Exemple, l'école qui coûte une fortune, mais n'apporte pas l'instruction nécessaire. Comment développer une stratégie de rupture dans un corps constitué qui est fondamentalement conservateur? Plus généralement, si l'État dépense, représente plus de 50% du PIB, comment gagner une élection en promettant de réduire les dépenses? Donc, comment avoir une meilleure efficacité de la dépense publique? Donc là, je pense qu'on peut déjà faire beaucoup à coût constant. Quand on voit le très faible niveau d'analyse qui a été mis dans la question de la suppression du nombre de fonctionnaires, c'est quelque chose c'est un slogan quasiment qu'on a traîné depuis 2007. Moi, j'avais assisté à une réunion au niveau ministériel en 2022 où ils en parlaient. Ils disaient, bon, il faudrait peut-être réduire 100 000 fonctionnaires. Et en fait, ils ne savaient pas bien où. Et quand on a commencé à décliner les différents secteurs, ils se sont rendus compte qu'en fait, on ne va pas supprimer encore des profs ni des infirmières. Donc, en fait, disons qu'il n'y a pas véritablement eu d'analyse. Si on commence à analyser, on se rend compte de plusieurs éléments. Et peut-être ça apporte aussi un point sur la question suivante sur l'hôpital. Le premier, c'est que à nombre de fonctionnaires équivalents, il y a eu une inflation d'une gouvernance par les chiffres et de règles génériques en fait qu'on a imposées et qui viennent contredire ou lester l'activité réelle. J'ai interrogé, je cite par exemple dans le livre un médecin qui me dit on ne nous demande plus de soigner des patients, on nous demande de soigner des chiffres. Si je devais remplir toutes mes cotations correctement, ça me prendrait 40% de mon temps. Et donc, il y a eu une sorte d'inflation de la technostructure qui est venue donc détourner les moyens et le temps de l'activité réelle. Et je n'ai pas trouvé un rapport de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances qui s'interroge sur, au-delà du nombre de fonctionnaires, qu'est-ce qu'on leur demande véritablement de faire? Les policiers, on sait qu'ils travaillent beaucoup. Et pourtant, les gens, parfois, ils disent qu'ils les voient peu. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Quelles sont les contraintes nouvelles qu'on leur impose? Et aujourd'hui, quand on sait qu'à l'hôpital, 40 à 50%, c'est devenu du personnel administratif, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Le deuxième point, c'est celui de la volonté politique. Euh, L'une des erreurs qu'on a faites, c'est de considérer que la bureaucratie était une affaire quantitative. Je donne un exemple. Le ministère de l'Équipement avait environ 2 fois plus de fonctionnaires à l'époque du plan et du général de Gaulle qu'aujourd'hui. Il nous a donné nos autoroutes, nos ponts, une grande partie des infrastructures du pays. Aujourd'hui, son successeur, le ministère de l'Écologie, a 2 fois moins de fonctionnaires, mais il est beaucoup plus bureaucratique. Parce que comme il n'y a plus aucune vision ni aucune direction politique, c'est environ 50 000 fonctionnaires qui, en fait, écrivent essentiellement des rapports, mais rien ne se fait. Et donc, à institutions équivalentes, vous pouvez leur réinsuffler un souffle fonctionnel si jamais la volonté politique revient. Et le dernier point, c'est vraiment par rapport à l'administration intermédiaire et aux différents, enfin ça c'est quand même plus connu, mais disons qu'on ne s'attaque pas véritablement aux causes profondes. C'est-à-dire que il y a quand même eu, avec la décentralisation qui a été ratée, un certain nombre de doublons ou même de triplons, en disant administratifs, parce que non seulement on a dédoublé le nombre de postes, mais en plus, comme souvent les compétences se sont perdues, on a dû commencer à externaliser. Et il n'y a jamais de bilan qui a été fait du coût réel de ces externalisations. On est parti du principe que c'était forcément plus efficace. Quand ça arrive vraiment au sommet de l'État sur pourquoi McKinsey fait nos politiques publiques, on commence à s'interroger très marginalement. Mais on pourrait faire un bilan global de comparaison entre l'administration déconcentrée, et je m'y essaye un peu dans le livre, hein, évidemment avec les moyens que j'ai, et toutes les externalisations qui ont pu avoir lieu. Donc je pense qu'à moyen équivalent, on pourrait déjà faire beaucoup.
Très bien. Alors, je pense que vous avez aussi, c'est vrai, répondu à la question de Jacques Verre, donc sur l'hôpital. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que à la fois quand il est opérateur et quand il ne l'est plus, on dirait que ça ne marche pas. Mais on va pouvoir peut-être continuer à discuter là-dessus. Alors, il y a aussi une question de Laurent Gérondimi. Donc Laurent, avec qui j'avais un petit peu beaucoup échangé et qui connaît bien la complexité administrative et le poids que pèsent les normes, notamment sur les entrepreneurs. Et donc, il parle de l'exemple dans sa question du président argentin qui a supprimé un nombre très important de normes. Est-ce qu'en plus, nous qui avons l'Europe, où il y a une superposition des règles européennes et nationales, où il y a un enchevêtrement, est-ce que ce n'est pas une cause qui limite fortement bah, voilà, notre efficacité en Europe, l'efficacité des entreprises? Ouais, et on le voit encore avec l'exemple des agriculteurs récemment, qui était peut-être la revendication numéro un des agriculteurs, c'était se débarrasser des normes excessives européennes. Voilà, merci Laurent, on te voit en vidéo. Et voilà, je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Donc Maroun, qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'excès de normes et en plus de la couche européenne de normes qui s'ajoutent? Je pense que, alors, moi, à titre personnel, je pense que je connais pas suffisamment la situation argentine pour me prononcer sur la réalité du pays, mais je dirais que d'un point de vue idéologique, je trouve que le président fait sans doute une erreur, qui est l'erreur d'associer l'excès de normes à l'excès d'État, et il supprime à la fois les normes, mais aussi la moitié de ses ministères. Et donc, en fait, il va finalement se retrouver dans une situation un peu comparable, peut-être disons, à l'Angleterre aujourd'hui, qui sont allés plus loin que nous dans ce mouvement-là. Euh, En fait, j'essaye de démontrer que c'est quand l'État se retire comme capacité d'action qu'il ne reste que les normes. Et ça rejoint la question de Daniel, hein, que je vois dans le chat. C'est-à-dire que lorsque vous ne parvenez plus à exécuter, à faire des véritables politiques publiques, lorsque vous ne pouvez plus communiquer sur des réalisations, vous passez au fait de normer, jusqu'au point de détail de la vie des individus. L'État commence à s'immiscer partout par la norme, puisqu'il ne peut agir nulle part. Et ça, on le voit très bien avec l'inflation législative. Le fait qu'aujourd'hui, en fait, chaque ministre, si vous voulez, veut mettre son nom sur une loi ou sur un plan ou sur une annonce. Et donc, il se retrouve à court-circuiter complètement le pouvoir législatif. Et donc, ça devient eux le pouvoir législatif, tandis que le pouvoir exécutif, plus personne ne l'a. Et donc, lorsque vous avez un problème public, prenons l'exemple des marchands de sommeil. C'est très important de lutter contre ce problème-là. Et pour cela, il faudrait plus de contrôle et plus de sanctions globalement. Le cadre juridique est déjà suffisant pour pouvoir lutter contre. Sauf que comme bah, on ne s'est pas intéressé à la question de l'exécution de ces politiques, il y a de nouvelles lois qui ont été votées, notamment tout un ensemble de normes déclaratives que doivent faire les hébergeurs par rapport, en fait, juste à ce problème très précis des marchands de sommeil. Et donc, on se retrouve dans une situation où 99% des gens qui hébergent, enfin, qui ont des locataires de façon tout à fait légale, se retrouvent à devoir remplir de la paperasse en plus. Tandis que ceux qui le font illégalement, bah, de toute façon, comme il n'y a toujours pas de normes ou de contrôle, ils vont pas nécessairement le faire. Et donc, comme en fait on refuse ou on ne sait plus agir réellement, y compris pour gérer les cas particuliers, on fait des règles générales, ce qui alourdit pour tout le monde. Pour revenir enfin sur l'Union européenne, je peux pas le faire en 3 minutes. J'y consacre un chapitre entier, notamment sur la question de EDF et les normes par rapport à l'énergie française et à pourquoi le prix de l'énergie n'arrête pas d'augmenter. Mais disons que c'est vrai qu'il y a beaucoup de normes au sein de l'Union européenne, mais c'est aussi une forme de renoncement de la France à défendre nos propres intérêts dans les discussions techniques sur des sujets absolument essentiels, mais qui ont été négligés à la fois par notre diplomatie et par nos politiques. Et c'est quelque chose que l'on retrouve au sein de l'Union européenne, mais aussi dans différentes institutions internationales, c'est que la France a omis volontairement ou pas, ça dépend du type de dirigeant, toute la dimension technique et normative de la lutte que mènent aujourd'hui les pays entre eux. Et donc, en fait, au sein de l'Union européenne, on s'est retrouvé à accepter tout un ensemble de règles qui sont tout à fait déconnectées de notre réalité et de nos intérêts, alors qu'on aurait pu ne pas.
Et donc, il faut déjà réussir à gagner cette bataille-là, hein. L'un des exemples les plus absurdes, les plus flagrants, c'était l'Allemagne qui a failli faire passer de justesse le fait que le gaz était une énergie verte et pas le nucléaire. Et les Français ont failli signer. Donc, en fait, il y a déjà une bataille, je pense, à gagner à ce niveau-là. Merci, merci, c'est intéressant. Et c'est vrai que vous avez déjà répondu à la question de Daniel. Et voilà, on se rend compte que c'est l'exécution, le problème, enfin, en tout cas, une grosse partie du problème. Mais alors, je creuse un peu la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mieux former les fonctionnaires, les agents publics? Alors déjà, est-ce qu'il faut une feuille de route, un plan, je ne sais pas comment on l'appelle, mais des actions et lesquelles que doit réaliser l'État? Euh, Est-ce que ces actions-là nécessitent un changement d'organisation? Euh, et est-ce que bah, les forces vives, là, les agents publics, eh ben, on doit les former, les réallouer? Donc, comment, de manière, disons, opérationnelle, vous voyez une amélioration de la situation du pays où on passerait d'un État pas très efficace à un État efficace? Euh, donc déjà, juste un point, les différentes personnes qui ont posé les questions, si vous avez des choses à ajouter par rapport à mes réponses, n'hésitez pas, bien sûr. Euh, bon, ça, c'est évidemment une question assez complexe que j'aborde essentiellement à la fin du livre, parce que j'ai essayé surtout de poser le diagnostic. Je pense que c'est déjà une grosse partie du problème et que la réponse à cette question, doit être essentiellement collective. Cela dit, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire, notamment si on prend l'exemple simple mais complexe de la décentralisation. En fait, la décentralisation a été l'alibi pour Paris pour abandonner un certain nombre de prérogatives qu'ils feignent avoir données à différentes collectivités. La réalité, c'est qu'ils ont en fait conservé les moyens et ils ont conservé souvent les capacités de décision. J'interroge quelqu'un du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est sur la question de l'insertion professionnelle des étudiants à la sortie de l'université. Il me dit on ne peut rien faire, les universités sont autonomes depuis 2007. Quand vous allez voir les présidents des universités, ils vous disent on ne peut rien faire, c'est l'État qui finance tout et qui décide de tout. Et donc, en fait, celui qui a gardé la capacité d'action, pardon, celui qui a pensé hériter de la capacité d'action n'aura pas les moyens et celui qui a gardé les moyens ne veut plus agir. Donc, déjà, il y a, il faut réussir à percevoir, si vous voulez, à désubstantialiser l'État et à le percevoir comme une véritable organisation. Et donc là, on a un problème de sociologie des organisations sur comment rendre cette organisation-là efficace. Et je pense qu'il faut prendre beaucoup plus au sérieux que cela ne l'a été, par exemple, la question de l'État comme entreprise. Pour l'instant, c'est un slogan qui a uniquement été utilisé pour justifier euh, des coupures budgétaires. Donc en fait, on a confondu efficacité et rentabilité. En fait, quand on se renseigne sur comment fonctionne véritablement une entreprise, il y aurait beaucoup de choses à apprendre pour l'État en termes de recrutement, d'attractivité, de parcours de carrière et ainsi de suite. Et donc là, il faut un véritable courage politique. Par exemple, sur la question de la décentralisation, on se retrouve aujourd'hui avec une prise de décision qui est absolument concentrée à Paris et même en fait à l'Élysée. La plupart des ministères sont court-circuités et on se retrouve avec quelques personnes qui doivent gérer en 24 heures tous les dossiers de l'État, tandis que l'exécution, elle, est complètement diluée. Et donc, une mesure possible, hein, mais serait de regrouper euh, pour une collectivité les différents services déconcentrés de l'État pour en faire une capacité d'exécution unique. Donc, c'est une politique organisationnelle complexe, mais si on ne commence pas par là, de toute façon, les ordres que vous allez donner au sommet ne pourront pas être exécutés sur le terrain. Donc voilà, je sais que ça ne répond pas à la Non, mais question, c'est parce que, mais c'est un peu pour donner une idée d'ensemble. Non, je comprends, c'est des mesures d'efficacité qui font plein de sens. Alors, il y a une question bon, qui met les pieds dans le plat de Daniel, qui veut repenser peut-être, voilà, qu'est-ce qu'on fait de fonctionnaires pas adaptés aux missions et propose des budgets base zéro, et on se dit, voilà, est-ce qu'on peut remplir des missions aujourd'hui remplies par des fonctionnaires peut-être à coupe zéro, par des MOC,
qui pourrait être plus efficace, donc former les gens bah, juste via Internet. Moi, je dirais plus loin, de manière plus générale et plus horizontale. Est-ce que l'intelligence artificielle est quelque chose qui peut se diffuser de manière très large dans l'administration pour peut-être remplacer des fonctionnaires ou comment je pourrais dire, en tout cas une partie de leurs tâches et peut-être leur faire faire des choses plus intelligentes ou plus valorisantes et laisser à l'IA des choses plus rébarbatives, répétitives. Donc comment, voilà, nouvelle technologie, réfléchir à la technologie comme moyen d'améliorer l'efficacité aussi. Donc ça, ça rejoint la promesse que portait Emmanuel Macron en 2017 et qui développe dans un livre que je cite, qui est assez peu connu, mais dont il a écrit la préface, qui s'appelle L'État en mode start-up. Il l'a écrit en 2016 et ça a conduit à cette promesse de campagne en 2017 d'une administration 100% numérique. En fait, il explique que grâce à la révolution numérique, nous allons pouvoir alléger l'État et supprimer jusqu'à 150 000 fonctionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que ça a donné? En réalité, ça a été à nouveau utilisé comme un alibi pour fermer des services publics dans les territoires et ça a accru la distance entre un certain nombre de citoyens et l'État du fait de la fracture numérique. Ça vient aussi de toujours cette erreur de perception que l'État serait uniquement des formalités à remplir en ligne et que les fonctionnaires, c'est uniquement des personnes qui remplissent des paperasses. Parce que sinon, vous aurez beaucoup plus de mal à remplacer un chirurgien par une plateforme chir.gouv.fr ou à numériser un policier. C'est-à-dire que, ou je sais pas, les ingénieurs d'EDF pour les centrales nucléaires, oui, peut-être l'intelligence artificielle va permettre d'augmenter leur productivité, mais enfin, on ne peut pas non plus les virer pour autant. Donc, ça, c'est le premier point, c'est qu'en fait, ça concerne un pourcentage assez restreint de l'État, qui est peut-être celui qu'un certain nombre de citoyens rencontrent, hein, c'est celui des formalités, et là, il y aurait beaucoup à faire. Mais est-ce qu'il faut forcément réduire le nombre de fonctionnaires? Ben, ce n'est pas certain, parce que je citais les différents projets numériques. Le problème, c'est plutôt que l'État n'a pas internalisé les compétences de réalisation des grands projets numériques et donc est véritablement en retard sur la numérisation et l'intégration de ces technologies-là qui permettraient de beaucoup gagner en efficacité. Après, là encore, je pense que c'est très intéressant, Daniel, de poser le problème tel que vous le faites, parce que même là, ce n'est pas véritablement posé ainsi. Par exemple, la plateforme euh, sur l'identité numérique, vous savez, il y aura un seul identifiant pour tout, va permettre en fait de ne plus avoir à fournir des pièces justificatives. Dans l'idée. En réalité, c'est encore des contrats de plusieurs dizaines ou centaines de millions parce que c'est compliqué à faire. Mais ça devrait libérer 15 000 fonctionnaires qui, pour l'instant, sont occupés à vérifier vos pièces justificatives. Sauf que il y a deux façons de faire. Soit on décide de supprimer ces fonctionnaires, mais il faut voir enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là. Soit on s'interroge sur la finalité en se disant, en fait, ceux qui sont le plus experts, de toute façon, il y aura besoin d'un accompagnement de l'intelligence artificielle dans les cas compliqués, donc on va les mettre dessus. Et puis pour les autres, eh bien, il y a une véritable demande d'État dans les territoires. Les gens sentent que l'État est de plus en plus lourd, mais qu'il est de plus en plus loin d'eux. Et donc on pourrait simplement les remettre au contact des différents usagers, notamment ceux qui maîtrisent moins ce genre de technologie. Un exemple aussi simple que cela, j'en ai parlé avec des personnes dans l'inspection générale des finances qui, dans le fond, étaient d'accord sur le constat, mais m'ont dit non seulement ça n'a pas été posé, mais surtout, on ne saurait même pas avec quel interlocuteur en parler. Parce qu'en fait, il y a une telle absence d'organisation que le ministère de l'Intérieur le veut, mais il y a aussi d'autres ministères qui se le partagent, etc. Et donc, en fait, ils n'ont même pas d'interlocuteur pour aborder la question de ces 15 000 personnes. Ah, c'est intéressant, exemple intéressant. Alors, une nouvelle question de Laurent Géronimi. Est-ce que, voilà, vous pouvez parler aussi des règlements dans la transition énergétique? Donc, ça rejoint aussi un peu, bon, là, c'est l'agriculture, c'était un peu différent, mais c'est un peu la même logique, qui sont plus contraignantes par rapport aux États-Unis, à la Chine et l'Inde. Peut-être qu'on est, voilà, l'Union européenne et la France en particulier veut être un peu moteur sur la transition énergétique, la décarbonation, et est-ce que peut-être on va trop loin par rapport à la concurrence des États-Unis, de la Chine et de l'Inde, qui sont moins contraignants dans leur réglementation? Alors, il y a effectivement tous les sujets de taxe carbone à la frontière, ainsi de suite. Moi, j'avoue que c'est un peu moins mes sujets d'expertise, mais si je pourrais apporter un point,
c'est très important d'être moteur sur la question de transition écologique. Il faut juste faire attention à une certaine naïveté qui nous a un peu conduit là, et notamment par rapport aux États-Unis. Alors là, c'est pas tout à fait sur la question de la transition écologique, mais j'analyse dans le livre l'exemple de l'Inflation Reduction Act, donc qui est ce plan de 500 milliards, 496 je crois, milliards d'euros votés par Joe Biden pour soutenir leurs industries, en particulier l'automobile et les industries de voitures électriques. Donc en fait, c'est déjà de la pure subvention. Et puis par ailleurs, ils ont le droit de vendre moins cher si c'est produit sur le sol américain. Et donc, on a tout un ensemble de constructeurs qui voulaient commencer à produire en Europe et qui finalement se sont dit, en fait, on va aller aux États-Unis. Et là, il y a eu cette réaction européenne assez surprenante d'Ursula von der Leyen et aussi de nos dirigeants en disant, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'en 1994, avec l'OMC, vous nous avez dit que les États n'ont pas le droit de subventionner leurs propres entreprises. Et les États-Unis nous ont regardé avec une forme de sidération en disant, mais enfin, vous nous avez vraiment pris au sérieux. Ils ont dit, enfin, vous n'avez qu'à faire la même chose. Sauf qu'on avait inscrit dans les règles européennes des règles qui nous limitent et qui ne nous permettent pas de faire la même chose aujourd'hui. Et donc, je pense ce sont des enjeux qui sont importants, tout comme l'était la foi dans une forme de libre-échange qui pourrait apporter la paix mondiale. Il faut quand même faire attention à une certaine naïveté qui partirait du principe que les différents pays sont alliés dessus. Et un autre problème aussi qui est que je ne sais plus qui me disait la phrase les Français cherchent à avoir raison, les Allemands cherchent à défendre leurs intérêts. Et il me racontait ça sur les discussions au sujet du nucléaire et de la taxonomie verte. Alors nous, on essayait de montrer que le nucléaire était une énergie propre, mais en réalité, eux, ils s'en fichaient de la vérité scientifique. L'important, c'était de défendre le gaz de leur point de vue. Et donc, il faut véritablement développer et former toute une partie de notre diplomatie aux techniques et aux stratégies d'influence et de contre-influence, parce que sinon, on risque de continuer à se faire avoir et sans toujours comprendre pourquoi. Merci Maroun. Alors, je vais poser une question et ça rejoint la question que je voulais poser aussi. Donc, c'est Christophe Doria qui pose, est-ce que vous parlez aux politiques? Est-ce qu'ils vous écoutent? Et je vais lier ça à la question de François aussi, la dernière question, et j'oublie pas celle de Daniel, hein. Donc, François qui demande, je comprends que beaucoup de fonctionnaires, sans doute surtout des X, sont bien conscients de cette déliquescence. Quel est leur pouvoir? Quelle est leur responsabilité? Sont-ils capables de peser dans le bon sens auprès des politiques? Et moi, ça rejoint ma question, c'est comment vous arrivez à coordonner cet effort que vous voulez, sachant que, bon, bien sûr, il y a d'autres, comme Big Sursaut et plein d'autres, qui ben, ont un peu des angles différents, mais ont envie de faire des propositions, à apporter quelque chose. C'est-à-dire quel effort, avec qui il faut discuter, avec qui il faut se coordonner. Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est les hauts fonctionnaires? Est-ce que c'est les think tanks? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, comment alimenter la réflexion, faire des propositions, etc., pour aller dans le sens que vous voulez, avec qui il faut se coordonner. Voilà. Ça, bon, vous imaginez que c'est une question que je me pose beaucoup, qui déborde un peu, Mhm. évidemment, le cadre du livre, mais disons qu'il y a un point négatif, puis un autre qui est plus positif. Le point négatif, c'est l'extrême concentration des pouvoirs aujourd'hui, qui a atteint des niveaux peut-être jamais égalés. Vous avez des ministères entiers qui sont en dehors du jeu de décision. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir à l'esprit le fait que l'État n'existe pas. L'État, c'est un ensemble d'institutions qui sont plus ou moins en concurrence les unes avec les autres, plus ou moins subordonnées les unes aux autres, avec ceux qui sont dans la prise de décision et puis ceux qui suivent derrière. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans la prise de décision, c'est vraiment devenu très restreint. En gros, c'est l'Élysée, quelques conseillers, un peu Matignon, Bercy, et puis quelques intermédiaires extérieurs, essentiellement de la place parisienne. Si vous allez dans d'autres ministères ou dans les collectivités territoriales, il faut vous dire qu'en fait, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ça, c'est le point qui rend les choses un peu compliquées. L'avantage, c'est que c'est une situation qui est plus ou moins d'hyper-présidentialisation qui est plus ou moins intenable. Donc, il va probablement y avoir un renouveau, un retour, et puis on le sent même politiquement. Et ça, c'est quelque chose qui, moi,
m'a donné pas mal d'espoir pour la suite, c'est l'écho qu'ont pu avoir ces thèses, l'écho qu'a pu avoir le livre auprès de différents hauts fonctionnaires, mais aussi dans le secteur privé, avec des personnes qui se rendent compte que dans la compétition internationale, mais aussi par rapport à la formation, par rapport aux pénuries de compétences, par rapport au système de santé, par rapport au prix de l'énergie, on va avoir besoin d'un retour de l'État qui est capable de défendre nos intérêts. Et donc, il y a tout un travail de refondation à faire sur ces sujets-là. Je pense que les politiques actuellement en exercice sont un peu trop pris dans le tourbillon médiatique pour avoir le temps de réfléchir à des sujets aussi fondamentaux. Cela dit, par exemple, très prosaïquement, hein, pour les prochaines élections, s'il y a des personnes qui sont capables de porter ces discours-là avec de véritables propositions de solutions bâties collectivement, hein, si on met en commun le travaux des différents think tanks qui réfléchissent dessus, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire et qu'il y aurait aussi un véritable écho. Parce que, il y a quand même une parenthèse idéologique qui est en train de se fermer, hein, celle des 30 dernières années, avec des gens qui se rendent de plus en plus compte du besoin d'État dans toutes les dimensions dont nous parlions. Et ce sont des discours qui prennent de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas de, je n'ai pas de baguette magique, hein, c'est des jeux d'influence de toute façon, mais je pense qu'on peut porter publiquement de plus en plus ces messages-là avec des propositions concrètes co-construites par les think tanks et par des hauts fonctionnaires mais en les vulgarisant et en les politisant. Parce que le problème de l'État, c'est qu'il est à la fois central et qu'il est partout, mais qu'en même temps, ces enjeux peuvent facilement paraître techniques si on n'explique pas quelles sont les immenses conséquences et problématiques derrière. Voilà pour... Ouais, non, c'est très clair. Et on parle beaucoup, nous aussi, avec Sursaut, avec Xavier Fontanet, qui est un ancien chef d'entreprise, et il ajouterait peut-être aussi les gens de l'entreprise. Oui, Euh, voilà, avec les duos Schröder-Hartz ou des duos similaires au Canada ou en Nouvelle-Zélande, de quelqu'un de l'entreprise, de quelqu'un politique, qui ont transformé, réformé le pays pour une meilleure efficacité, etc. Donc, ok, très bien. Et alors, une question de Daniel Navias, et après peut-être, on va dire que c'est la dernière, après celle-là, je poserai la dernière et je vous laisserai conclure. Donc, beaucoup de fonctionnaires aux impôts, pour faire respecter un CGI pléthorique, on revient aux règles. Le Code général des impôts ne devrait-il pas plutôt faciliter la vie des citoyens et réduire le coût de l'État? Et il cite l'exemple en entreprise, c'est pour réduire la dépense informatique, on réduit l'effectif du marketing. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se concentrer, simplifier, encore une fois, peut-être qu'on en a déjà parlé, mais simplifier les règles pour que voilà, les fonctionnaires ne soient pas obligés eux-mêmes d'appliquer des règles trop compliquées et se concentrer sur leur cœur de métier plutôt que la com ou autre chose. Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez une idée c'est en plus. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que c'est une dynamique en fait assez habituelle des organisations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ne sont plus dirigées ou mues par une certaine volonté et qu'elles n'ont plus comme objectif que leur propre perpétuation, elles vont forcément continuer à faire des règles de plus en plus complexes, ne serait-ce que pour légitimer leur existence au quotidien. Et j'apporterai peut-être un point par rapport à cela, c'est que à partir du moment où vous commencez à dégraisser par rapport aux règles et où vous revenez sur de l'action et de l'exécution réelle, vous allez aussi beaucoup augmenter l'attractivité de la haute fonction publique parce qu'il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires et notamment aussi ceux qui avaient des formations d'ingénieurs, par exemple, qui intègrent le corps des ponts et puis l'équivalent de ce qui était le ministère de l'Équipement, qui se retrouvent essentiellement à rédiger des rapports sur ce qui devrait être fait au mieux et au pire à assurer l'application de règles qui sont plus ou moins absurdes. Donc il y a aussi une véritable dimension d'attractivité du métier au sein de l'État. Mais sinon, sur le Code général des impôts, je suis tout à fait d'accord avec la remarque. Ok, excellent. Alors, Euh, on arrive au terme du webinaire. Donc, moi, j'ai envie juste de vous demander, pour conclure, c'est qu'est-ce que vous allez faire, vous, là, dans les prochaines semaines, mois, années? Moi, je vais lire votre livre parce que ça m'intéresse vraiment ce que vous avez écrit. Nous, X Sursaut, par exemple, on va faire un colloque. On espère que ça va se faire, un colloque sur comment renouveler un peu le rôle de l'économiste dans la société.
Donc, qu'est-ce qui peut faire un peu de différent, prendre en compte plus l'entreprise, plus l'international, plus les exemples étrangers pour voilà, faire des meilleures propositions. Donc, voilà, identifier ça, on essaye de faire des propositions pour les partis politiques, pour le gouvernement. Et alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre programme pour les 1, 2, 3 prochaines années pour faire avancer vos idées? Et je vous laisse conclure avec ça. Euh, donc, pour conclure, je suis également en train de monter un think tank de mon côté, ou en tout cas un équivalent, avec en fait différentes personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont très intéressantes sur ces sujets-là et qui sont en fait éclatées. C'est-à-dire que vous avez dans beaucoup d'institutions des personnes qui sont d'accord sur ces constats et qui ont des expertises sectorielles à apporter. Et ça va jusqu'à Bercy. Et donc, ça peut être intéressant de les regrouper pour essayer de passer, si vous voulez, à la phase 2, qui est celle d'une plateforme de solutions que l'on pourrait vendre beaucoup plus facilement à des politiques qui seraient prêts à la porter. Donc ça, c'est le premier point. Et si jamais ça vous intéresse qu'on puisse collaborer, moi, ça m'intéresse évidemment beaucoup. D'autant plus que je suis en train de négocier avec l'éditeur, mais je vais probablement réussir à obtenir l'écriture du tome 2, mais qui serait collectif. Parce que je pense que ça a beaucoup plus de poids, parce que on peut faire un diagnostic global de ce qui a échoué. Pour proposer des solutions de reconstruction, il faut beaucoup mieux connaître, évidemment, la spécificité des différents domaines, mais toujours autour de cette idée globale que on est allé trop loin. Dans le sens du recul de l'État, qu'on est aujourd'hui en train de se faire avoir et qu'on n'a plus les moyens de nos ambitions, et qu'il y a une véritable demande populaire sur cette reconstruction-là. Et le dernier point, je suis aussi en train mais ça c'est encore à l'état de projet, de travailler avec des directeurs d'écoles, de grandes écoles ou d'universités, pour essayer de voir comment on peut incorporer certains de ces éléments dans les formations, parce qu'il y a une prise de conscience qui est très faible de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles générations qui arrivent, elles font le constat de ces dysfonctionnements-là, mais en fait, c'est beaucoup plus puissant d'essayer de retracer l'histoire en faisant de véritables bilans, notamment pour ceux qui se destinent au service de l'État, mais pas seulement. Ce sont aussi des compétences aujourd'hui dont les entreprises ont besoin, en tout cas à un certain niveau. Et je pense que si on arrive aussi à investir la formation et la sensibilisation auprès des jeunes générations, mais aussi en formation continue sur ces sujets-là, on peut avoir une certaine influence. Mais en tout cas, c'est des travaux en cours et des réflexions en cours. Donc voilà. Super. Donc, je retiens un think tank, euh, un, sûrement un tome 2 collectif de votre livre et un effort de formation. Donc, ça, je pense que c'est bien pour s'occuper les Exactement. prochains mois et années. Et puis, comme aux membres d'X-Urso, je vous ferai aussi, je vous partagerai l'invitation pour ce colloque, normalement fin mai, vraiment à la toute fin de mai, où il y aura Xavier Fondanet, j'espère Jean Tirole, et où on va aussi réfléchir, voilà, comment l'économie peut être plus active, plus efficace, se renouveler pour faire avancer mieux le pays. Excellent. Et pour François, là, oui, tu peux être rassuré, la vidéo sera diffusée. Donc, on va la mettre sur YouTube. C'est la X qui va la mettre sur YouTube. Elle le diffuse sur ses réseaux sociaux. Et, euh, et également, elle le met sur le site de la X. Et puis, moi, je ferai passer mes amis que je connais dans les autres groupes X. N'hésitez pas, vous aussi, à la faire passer. En tout cas, merci beaucoup, Maroun. C'était très, très intéressant, Merci. passionnant. Et j'ai hâte de lire le livre. Et puis, on a nos emails, donc on peut continuer à échanger dans les prochaines semaines. Avec Avec plaisir. grand plaisir, si vous voulez poursuivre la discussion. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.